Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen. On est dans cette semaine qui va nous emmener jusqu'à Montpellier OM, on n'en peut plus de cette trêve et on a hâte de revoir jouer l'Olympique de Marseille pour rentrer tout doucement dans cette semaine. On a un beau plateau ce soir pour parler Olympique de Marseille. On a Romain Canuti avec nous, salut Romain. Salut Sim. Bilal également est avec nous, un vrai plaisir. Salut, Ça fait maintenant longtemps qu'on se voit sur les plateaux, donc c'est un vrai plaisir. on se régale. Et Didier Camille-Julie qui est avec nous. Ça faisait un moment, on t'a pas encore eu cette année. On en discutait avec Romain. Cette année, non. Plaisir. Bonsoir à tous. Plaisir de t'avoir. Un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous, les trêves comme ça, vous aimez bien ou vous regardez un petit peu l'équipe de France ou pas du tout? Pas trop, moi. Non, Bilal. Vite fait, on va dire, je regarde les 20 dernières minutes. Ouais. Bon. Non, moi, je vais te dire vraiment, c'est un truc que je me prépare pendant ces trêves-là, parce que c'est très long. Je me fais en fait des matchs championnat espagnol, anglais, italien, et donc les longs résumés, et de plein de matchs que tu n'as pas le temps de voir, parce qu'on enchaîne avec les semaines Coupe d'Europe et compagnie, la chaîne, tu vois beaucoup de matchs, et j'essaie de me faire des petits focus sur un joueur, sur un autre. Des fois, tu sais, on te propose des... voilà, il y a des sites qui te proposent des contenus intéressants, et voilà, le temps que tu consacres pas à regarder des matchs de sélection ou quoi que ce soit, je me tiens au courant, je regarde le résumé, mais les matchs de l'équipe de France, j'avoue... Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce petit débat là, cette semaine sur le désamour un peu de l'équipe de France. Je vais avoir votre avis là-dessus. Après, vraiment, c'est des débats que j'avais il y a 10 ans avec Christophe Champy et que j'embrasse, mais moi, je suis vraiment une culture marseillaise qui fait que j'ai jamais été trop... chez moi, quand j'étais petit, on n'avait pas l'antenne, donc du coup, j'avais même pas TF1, tu vois. Donc, pour te dire, j'avais pas... Mais on avait le décodeur. C'est pour vous dire, je n'étais pas non plus grandi dans une favela. Donc, du coup, on avait le décodeur. Donc, j'ai grandi avec le championnat de France, mais pas l'équipe de France. Donc, même quand l'équipe de France, c'était génial et tout, machin, mais ça m'a pas, tu vois, procuré l'émotion que me procure ne serait-ce qu'une victoire de l'OM contre un 17e de Ligue 1. Je trouve qu'il y a trop de matchs maintenant. Je pense qu'on est un peu blasé. La Ligue des Nations, le ci, le là. Ils vont encore inventer une compétition. J'ai vu que les joueurs commençaient à se plaindre. Donc si les joueurs ils en ont ras le bol, c'est que nous aussi, en tant que spectateurs, on en peut ras le bol aussi. Et ça va même plus loin. C'est comme disait Didier, il y a beaucoup de matchs, et la qualité est très faible, trop souvent. On n'arrive pas à se souvenir des bons matchs, et limite, nous, Français, on a un peu eu du caviar en équipe de France. Je veux dire, sur les 20 dernières années, tu es la meilleure nation au monde, parce que tu as fait des finales de Coupe du Monde, tu as gagné des Coupes du Monde, tu as fait finale d'Euro, mais on n'a jamais eu du jeu, mais on a eu des titres. Et l'inverse de l'OM. C'est vrai. Mais en tout cas, on va quand même parler de l'Olympique de Marseille. Je rassure le chat. On va pas faire un débat sur l'équipe de France. On a vu le petit sommaire là et la petite rivière qui s'est affichée avec le premier thème. Est-on trop inquiet pour l'Olympique de Marseille? Je vais profiter déjà qu'on ait Didier parce que c'est la première fois, on l'a dit cette saison. Déjà, toi, ton regard sur cet OM là de Roberto De Zerbi, le début un petit peu, la mise en route. Quel regard tu portes sur l'OM? Le regard que j'ai, moi, en tant qu'entraîneur, ex-entraîneur, déjà, on a la chance d'avoir un monument du football en tant qu'entraîneur, en tant que directeur du football. Et avec toute la restructuration qu'il y a eu encore à l'Olympique de Marseille, parce qu'on est quand même coutumier du fait, toutes les saisons on reconstruit, je trouve que l'équipe elle est allée un peu vite, et elle a pris des points dans des matchs importants qu'il fallait prendre, elle en a perdu quand il fallait pas les perdre, mais je trouve que ce que fait Roberto De Zerbi avec son groupe aujourd'hui, il est arrivé à tirer la quintessence de certains joueurs qu'on avait peut-être a mis un sou dessus, Luis Enrique, on est allé chercher des Mason Greenwood qui étaient persona non grata. Il est arrivé à mettre en place une organisation, sa fameuse philosophie, et je trouve que cette équipe, elle me plaît. Mais elle a pour moi, elle a des défaillances dans certains domaines qu'il faut peut-être corriger, et peut-être qu'avec le temps, en travaillant, et c'est pour ça que cette coupure de l'équipe de France, ça va peut-être lui permettre de travailler certains aspects, de remettre certaines personnes, certains joueurs à des conditions physiques où ils vont pouvoir s'exprimer. Je trouve qu'elle dégage quelque chose, cette équipe. Il y a un aspect du jeu où tu es plus inquiet qu'un autre? Oui, l'aspect défensif me fait craindre beaucoup de choses. C'est mon point de vue de l'extérieur. Je trouve qu'on est moins solide que l'année dernière défensivement.
Je pense qu'il va falloir qu'il trouve rapidement sa charnière centrale de base, parce que Cornelius, Balerdi, il y a eu des suspendus, des blessures. Brassier, je trouve qu'on n'est pas stable, qu'on n'est pas assez rigoureux, qu'on prend des buts qu'on peut éviter. Je pense que ce domaine-là, on doit l'améliorer. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas de latéraux, que ce soit Murillo ou que ce soit Brassier. C'est des remplacements au pied levé. C'est pas à leur poste, c'est pas leur point fort. Et puis je trouve que devant, on manque beaucoup de force, surtout le 9, entre Wai et Mopé. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il se sublime si on veut battre des grosses équipes. Alors, Slim, je suis désolé, je te coupe, mais je profite de la présence ici pour lui poser des questions là-dessus, justement, et de ton vécu de coach là-dessus. Les craintes que tu as, notamment sur l'organisation défensive, je pense qu'on les a pour tous. Est-ce que tu penses ou c'est trop compliqué à alambiquer dans ma tête, mais que un mec comme De Zerbi, normalement, quand tu es coach, tu te dis, tu arrives, tu commences par les fondations, tu fais une bonne défense et tout. Est-ce que lui, il se dit, ma priorité, c'est d'imprimer mon style de jeu, quitte à avoir ce déséquilibre défensif, et que limite, la défense, ça se réglera après, mais que pour imprimer dans la tête des joueurs que la priorité, c'est pas la défense, c'est l'attaque. Ouais, je te rejoins à 1000% sur ça. Ouais. Je pense qu'il veut montrer sa patte de suite. Vous avez remarqué quand même que c'est vrai que sa philosophie, c'est d'avoir cette possession pour écarter l'adversaire, pour l'aspirer, pour trouver les ballons, les joueurs dans les intervalles. On l'a bien fait, on le fait bien. Hein. Mais je trouve que on se met beaucoup en danger. On est beaucoup dans le déséquilibre. Hein. Moi, je pense que au fil du temps, il va arriver à le corriger. Mais là, je pense qu'il est arrivé avec l'extérieur. Je pense qu'il est arrivé. Il veut montrer sa patte, il veut montrer sa philosophie de jeu, comment il a réussi à Brighton et ailleurs. Et la solidité défensive, je pense qu'elle viendra après. On a l'exemple type, hein, quand tu vas à Strasbourg, que tu mets Hochberg derrière. Alors, il a expliqué qu'il avait beaucoup de gauchers. Mais quand même, quand tu as Hochberg au milieu de terrain, Strasbourg, moi je suis désolé, il nous a manqué au milieu de terrain. Alors qu'on avait des joueurs à leur poste qui étaient quand même beaucoup plus costauds. On sort d'un match à Lyon où c'est là où des fois je trouve que ces entraîneurs comme Guardiola, Mourinho, tout ça, c'est des joueurs, ils jouent, ils tentent des choses. On avait sorti de Lyon, on a vu Lirola qui avait fait une super entrée, qui met un but, qui m'a fait marquer le deuxième. Pourquoi pas mettre Murillo dans l'axe avec Brassier, et tu mettais Hochberg au milieu de terrain, tu désorganisais pas l'équipe. Là, ça, pour moi, je trouve que là, il a fait une erreur. Et ce sont des garçons qui sont constamment en train de rechercher des organisations, des trucs, qui fait qu'à un moment donné, ton déséquilibre, il y est. Mais pour finir, ce que je voulais te dire, Romain, je suis d'accord avec toi. Je pense que non, il est pas fou. Je pense que il montre sa patte et doucement, il m'a corrigé. Je pense son système défensif. Parce qu'à Brighton, rappelle-toi, il prenait pas beaucoup de buts. Hein. Il a marqué. À l'échelle de la première ligue, bien sûr. Voilà. Oui. Je voulais réagir par rapport rapidement au cas de gaucher, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats dans le talk. Toi, en tant que coach, c'est quelque chose que tu peux entendre. Oui. Mais tu es obligé d'en prendre compte, parce que si c'est un gaucher, il faut qu'il joue à gauche, il faut qu'il joue son vrai pied. Mais là, au pied levé, on avait des difficultés à avoir des défenseurs. On avait Konkonbia qui avait fait un bon match à Lyon dans l'axe. Je vois pas pourquoi on est allé chercher ce truc-là, parce que Konkonbia il est gaucher, Brassier il est gaucher, Cornelius Cornelius contre Strasbourg. C'était Cornelius et Brassier à gauche. Donc je veux dire, tu avais trois gauchers. Quelque part en soi, oui, ça peut gêner. Mais de changer constamment une défense centrale où c'est le gage de sécurité d'une équipe, quand tu pars d'une défense, les grands entraîneurs, ils te disent toujours, je bâtis derrière et après je monte. Et là, de changer comme ça, pour moi, ça m'a choqué. Pour moi, c'est la première fois que je pouvais critiquer De Zerbi. Ok. Toi, Bilal, par rapport au début de saison et par rapport à cette question, est-ce que tu trouves qu'on est trop inquiet? Je te donne la parole parce qu'il y en a dans le chat qui veulent que tu aies la parole, notamment un ami, Passe ton ballon, qui fait que de spammer un peu le chat depuis tout à l'heure. Qui c'est, Passe ton ballon? Il est là. On le connaît pas, je vois pas qui c'est. Donc je vais te donner la parole. J'ai eu la question ce matin dans l'OM au café et on a amené l'idée comme quoi l'effectif serait trop surestimé. Est-ce que toi, c'est ton avis aussi là-dessus? Je n'irai pas à dire que l'effectif est trop surestimé. La question, c'est est-ce que les supporters sont prêts à attendre
que l'effectif se sublime et que l'effectif se développe. Est-ce que De Zerbi aussi, il est prêt? Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est les résultats. Et les résultats, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a eu de la réussite maximale dans des matchs où tu étais borderline, que l'année dernière, tu n'arrivais pas à les gagner parce que tu n'avais pas le talent individuel. Je me souviens de Sampaoli. Sampaoli, quand il démarre à l'OM, tu vois son empreinte directe. Ok, système, les trois derrière, un bordel un peu au milieu, des mecs qui peuvent jouer à droite, à gauche. Je m'en souviens que quand on avait fait l'émission, on avait parlé de bordel organisé. C'était le nom de Sampaoli. Et un jour, Sampaoli, il a toutes ces idées incroyables dans sa tête. Tu as dit quelque chose de très très vrai, tu as dit son joueur. Et je pense que c'est ça que les gens oublient. Que les mecs, ils aiment miser, ils aiment tenter des choses, parce que si ça passe, on dit c'est des génies, et si ça foire, le match d'après, il le refera plus. Mais par contre, si ça passe, c'est un génie, le coach. Et je me souviens que Sampaoli, après Lens, il a pris la claque, il s'est dit, ah merde, en fait, tout ce que j'avais théorisé dans ma tête, finalement, sur le terrain, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et c'est là où on voit pour moi un vrai entraîneur, ou un grand entraîneur, c'est sa capacité à comprendre quand il a fait quelque chose de mauvais, et de se dire, maintenant, je sais. Tout le monde sait comment aller la Ligue 1. On ne va pas tourner autour du pot. Et limite, je te prends le match d'Angers. Pour moi, ce qu'il a fait contre Angers, c'est qu'il ne connaît pas encore assez la Ligue 1. C'est-à-dire que pour une fois, il avait face à lui une équipe qui n'était pas Made in Ligue 1. C'est-à-dire qu'il n'avait pas des joueurs ultra athlétiques, ultra durs, ultra physiques. Il avait des joueurs de ballon. Et il a voulu garder, comme tu dis, il veut imprégner son idée dans sa tête. Il se dit, je vais gagner comme ça. Et je vais montrer à mes joueurs que si je gagne comme ça, ils vont croire en moi. C'est parce que si je gagne, tu crois en moi. Si je perds, les joueurs vont dire, attends, tu es bien mignon à vouloir m'attirer à chaque fois tes joueurs, je prends des risques fous. Au milieu de terrain, on est deux comme ça, il y en a trois là. Ils se disent après, c'est moi qui me fais C'est moi qui me fais 40 mètres derrière à partir en sprint, tu vois. Et un Holberg, un Kondogbia, à un moment, ils se disent, moi, quand on est j'étais au stade, je regarde, je dis, mais putain, les risques, ils sont fous. C'était que Angers en face. Tu avais un système très facile, Angers. Tu passes par les couloirs, tu étires au maximum, arrête de chercher le cœur du jeu. Étire-les au maximum et en un contre un, tu leur fais mal parce que tu as plus de talent individuel que ces joueurs-là. Donc tout le monde voyait que tu passes par les couloirs, d'abord, c'est du classique Ligue 1. Tout à fait. Ça, on l'a pas fait. Mais par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'on soit inquiet, au-delà des considérations tactiques, il y a un contexte général qu'il faut bien s'imprimer, c'est qu'on est dans une saison sans Coupe d'Europe. Beaucoup de gens, on salue Seb notamment, te disent c'est tout bénef, on joue pas de Coupe d'Europe, on a moins de matchs et tout. On est l'Olympique de Marseille. Nous, et là j'exonère le coach, les joueurs et compagnie, c'est nous qui suivons l'Olympique de Marseille, qui dévorons, qui vivons en fait, qui mangeons quotidiennement ce club. C'est une pression constante. Prends-moi, on se liste, si tu veux, ensemble l'historique de toutes les saisons qu'on a fait sans Coupe d'Europe. Tu regardes les résultats. À chaque fois, dès que tu commences à avoir un petit match nul, qu'on est loin de cet objectif podium, on commence à se gratter, Tu prends la saison Bielsa, tu prends la saison Villas-Boas, une très très belle série, il nous fait un très bon truc, on s'est régalé. Au tout départ, il y a une défaite à Amiens, fin septembre, un truc comme ça, tu es 7e, 8e, 9e. Les interrogations là que tu nous poses, Slim, on se les est posées. Et je te dis encore une fois, prends-moi toutes les saisons sans Coupe d'Europe. C'est le pire pour l'Olympique de Marseille. Soit tu es haut, tu joues le haut du tableau et on est tous en folie, soit tu es tout en bas, c'est la crise et machin, il faut faire des révolutions. Quand tu es entre les deux, quand tu sais, il y a une inquiétude qui se grandit. Et quand il n'y a pas ce match de Coupe d'Europe, même des fois de Conference League, de Ligue Europa, on en a fait sur les dernières saisons. Je parlais de Sampaoli qui se sert un peu de laboratoire pour tenter des trucs, pour lancer un peu des mecs. Tu t'enlèves un peu la pression. On revient sur ce que je te disais, du nombre de points que tu comptes, c'est le nombre de jours qui restent après un match. Moi, c'est un match comme celui d'Angers, il est très important. Il est long. 14-15 points dans ma tête sur un classement fictif parce que tu as 14-15 jours derrière sans match de l'Olympique de Marseille. Donc derrière, ça va gamberger. Si tu gagnes, tu as 14-15 jours où tu es sur un nuage, c'est tranquille. Avant de passer à la partie suivante, je vais juste prendre le message d'Emlona qui réagit par rapport à ce que vous dites sur le match d'Angers. Il dit pas du tout, De Zerbi a fait la même erreur que les supporters et que nous. Il s'est dit c'est les derniers, on va les taper. Vous pensez qu'il a eu cette approche-là vraiment, De Zerbi, avant le match contre Angers? Ça c'est une approche, si tu joues par exemple, tu changes tes plans en disant je mets 2 attaquants ou je relance un tel. Non, on a appliqué le plan et quand on est à 11 contre 11, on applique un plan qu'on a déjà vu et tu sens que voilà. Non, si je peux me permettre,
je voulais répondre à Mlona. Mlona. Non, ils préparent, on en parlait tout à l'heure, ils ont des staffs très étoffés avec les vidéos et ils préparent les matchs, je pense, avec la plus grand professionnalisme. Et je pense pas qu'il a pris Angers de haut. Je pense que l'Olympique de Marseille, sur ce match-là, a pêché par ses individualités qui devraient nous faire la différence. Greenwood, on l'a pas vu. Enrique était transparent. Rochberg, c'était son plus mauvais match. Wai et Mopé, on n'en parle pas parce que de deux, tu en fais juste un en ce moment. Défensivement, on a été fébrile comme jamais. Donc je pense pas que ça vienne de lui parce que tu l'as vu, il a sorti un défenseur, il a fait rentrer un attaquant. Il voulait le gagner le match. On a manqué beaucoup de choses dans ce match-là et De Zerbi, je pense, et l'écoutant parler souvent, je pense que c'est un grand professionnel, donc il ne mettra pas une équipe... oui, parce que même contre Strasbourg, il avait alerté un petit peu en Coupe de France. Moi, j'ai des souvenirs, on en avait parlé. Et puis, il ne s'était pas trompé. Hein, quand il a dit que Strasbourg, il allait souffrir, on a souffert. Hein. Mais Slim, juste pour répondre à la question, c'est l'effectif, il est surévalué. Tu ne peux pas me dire quand tu as Højbjerg, Rabiot et Greenwood dans la même équipe, tu ne peux pas me parler d'effectif surévalué. À quel moment tu as eu Højbjerg des profils Ligue des Champions sans Coupe d'Europe à l'OM? Je n'ai pas eu ces profils-là. Donc pour moi, avec ces joueurs, c'est pour ça que je peux comprendre les supporters qui se disent attends, tu joues Angers dernier du classement et tu regardes les matchs d'Angers parce que nous on les a regardés. Moi je les ai regardés vraiment pour les étudier. Je regarde, je me dis c'est pour ça qu'on parle de faute parfois professionnelle parce que l'écart normalement quand j'ai vu Nice jouer contre Angers, que j'ai vu les derniers Reims jouer contre Angers, je me dis, attends, il n'y a rien de complexe là. Complètement. C'est, comme il disait, il y a un grand entraîneur qui répétait une phrase qui s'applique à tout le monde, c'était Aimé Jacquet. Il disait, le potentiel technique des joueurs, il s'exprime que dans une certaine vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? C'est que tu as des joueurs, tu les presses rapidement, ils perdent le ballon vite, parce qu'ils n'ont pas la capacité technique. Donc à Angers, moi je me suis dit, on va aller les chercher, leur faire, surtout que tu fais le plus dur, tu mènes à 0, donc tu as la chance de mener à 0, tu es chez toi, tu es poussé par ton public, tu es 10 contre 10. Mais ce jour-là, on a fait des erreurs individuelles qui nous coûtent le point, qui nous coûtent 2 points, qui vont nous manquer, ces 2 points. Parce que autant contre Reims, j'avais trouvé cette équipe de Reims qui était insouciante et qui nous avait posé beaucoup de problèmes. Rappelez-vous. Reims maintenant, regarde le classement. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, tu as perdu des points contre Reims parce que bon, voilà, c'était le début du championnat, tu n'étais pas encore rodé, on a été surpris par cette intensité qu'ils nous ont mis. Mais aujourd'hui, les équipes qui vont commencer à nous connaître, ils vont savoir comment on joue, parce que ne crois pas, il n'y a pas que l'Olympique de Marseille qui étudie les autres équipes. Et tous les staffs, ils ont des moyens d'étudier qui sont extraordinaires. Donc aujourd'hui, on va avoir des problèmes. Cette histoire de maîtrise pour attirer l'adversaire, pour l'aspirer, pour trouver des intervalles pour créer ce décalage, ben on va le trouver de moins en moins. Et si on n'est pas capable techniquement sur les côtés de faire la différence et d'avoir ce plus offensif qui va faire mal à l'adversaire, eh ben on va avoir des difficultés. Hein. Là où c'est vraiment frustrant et que c'est dur pour nous, tu vois, tu parlais des trêves, c'est très dur une trêve après une contre-performance de l'Olympique de Marseille parce qu'on a ce match d'Angers encore en tête, tous. Le vrai problème, c'est que tu sors d'une contre-performance, parce que nul à domicile contre Reims, même si c'est un très beau Reims, ça reste une contre-performance, on est tous d'accord. Tu regardes l'équipe, à la sortie du stade, moi je me fie à des amis qui vont au stade, sont abonnés à l'Olympique de Marseille, ne regardent pas la Ligue 1 parce que DAZN et compagnie, machin, on peut comprendre. Du coup, ils sortent de là, ils m'envoient un message, ils me disent « Reims, le Nakamura c'est pas mal, le Diakité devant, ça pose des problèmes, physiquement c'est un beau... » Tu vois, tu ressors quelques joueurs. Le même pote, après Angers, il me dit, tu vois, tu aurais pu te dire, tu as un Angers qui s'est sublimé ou quoi que ce soit. Il me dit, oui, il y a Abdelli qui a joué un gros match. El Melali, mais même sur le match entier, bon, tu le vois sur le coup franc, il a 2-3 fulgurances, mais tu sens que c'est un petit feu follet, Ligue 2, voilà, sans lui manquer de respect. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs de joueurs comme ça. Et tu vois ça, et c'est tout. Et en fait, tu te dis, et c'est exactement ce que tu dis, quand tu regardes leur expulsion, c'est Ulysse Garcia qui est au final dans cette zone-là, donc qui met cette pression-là et très vite tu obtiens une expulsion. Tu as montré trop peu de choses et c'est dans ces saisons-là, c'est pour ça qu'on est inquiet, dans ces saisons-là où on a un match et qu'on a le temps de se le ressasser derrière, de se dire avec le temps que vous avez eu pour bosser le truc et compagnie, nous avoir donné entre guillemets si peu d'éléments, ça nous fait tourner en rond dans notre chambre le soir venu. Et puis... je voulais rajouter un truc là-dessus aussi. Attention, parce que quand tu te joues un match de Coupe d'Europe, championnat Coupe d'Europe en semaine, pas tout le temps, mais tu es sous pression quand même.
Ça veut dire que tu as l'adrénaline, tu te prépares, tu joues le samedi ou le dimanche, tu joues le mercredi. L'intensité du match contre qui tu vas jouer, selon l'adversaire, tu es obligé de répondre présent, donc tu vas mettre d'intensité, donc tu es constamment sous pression. La fatigue, on te dit la fatigue, oui, mais bon, on est au mois d'octobre. Tu crois pas, toi, à ça Oui, j'y crois au mois de février, mars, quand à un moment donné, tu as fait 45 matchs, mais là, tu es début de saison, je veux dire, la fatigue, ça va. Puis on a un effectif. Et puis après, tu as l'effet boomerang, c'est quand tu rentres dans un système où tu t'entraînes, tu fais un match par semaine, donc il faut que tu t'entraînes le matin, l'après-midi, le patin, le couffin, le si. Quand tu affrontes une équipe le samedi qui te met un impact physique, si tu n'as pas été dans la semaine bon dans l'impact, parce qu'on me dit toujours que tu t'entraînes comme tu joues. Hein. Encore plus avec De Zerbi, tu ça. Joues comme tu... Non, tu joues comme tu t'entraînes. Surtout chez De Zerbi. Voilà. Si tu n'as pas cette capacité physique à aller chercher, gagner les duels, mettre de l'intensité dans les courses, on va être surpris. Moi, c'est ça que je suis inquiet. Parce que en jouant tous les 3 jours, tous les 4 jours, tu discutes avec n'importe quel joueur, il va te dire je préfère jouer tous les 4 jours que m'entraîner. Hein. Bien sûr. Parce qu'ils ont la récupération, ils ont le truc. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le rythme. C'est le rythme. Et j'ai trouvé que contre Angers, on a manqué énormément de rythme. Comme contre Strasbourg. Voilà. Ces 2 derniers matchs où tu étais euphorique sur Lyon, même si c'était pas beau à voir, mais tu as une phase d'euphorie. Je pensais que tu parlais de moi, j'étais euphorique. Non, oui, c'est vrai que tu as été sacrément euphorique. Vous l'avez remarqué comme moi. Strasbourg-Angers, les deux, c'est... Ah ok, il y a ça aussi à l'OM. Ouais. On s'est tous dit, ah ouais, en fait, il n'y a pas que ce qu'on avait avant, il y a ça. Et ça, par contre, il faut se préparer à le revoir. C'est ça. Moi, c'est ça que je suis inquiet. C'est pas En tout cas, je pense que De Zerbi, il a encore du boulot. Et puis, il a un nouveau casse-tête. C'est le meneur de jeu. Ça sera notre deuxième partie. La deuxième partie, avant de commencer la deuxième partie, je suis obligé de prendre les messages du chat parce que depuis le début de l'émission, il te chambre, Didier, sur la prononciation d'un joueur. Combien C'est reparti et du coup, à un moment donné, j'ai été obligé de sourire. Il y en a un qui m'a cramé à l'écran, donc j'étais obligé de le dire. J'ai du mal, excusez-moi. J'ai aussi dans ma tête que je me souviens. Puis c'est vrai que voilà, pour les fidèles du Talk, on se l'est passé le petit extrait l'an dernier déjà. C'est vrai que tu nous as mis ça et puis bien sûr, on rassure du coup tout le monde. Dès que l'OM est de retour en Coupe d'Europe, on se fera un tirage. Le tirage, on fait venir Didier en plateau, qui nous prononce Shakhtar Donetsk, tout ça. Tu viendras nous prononcer tout le nom de toutes les équipes. Bon, en tout cas, vous voyez la deuxième partie, le meneur de jeu, le nouveau casse-tête pour Roberto De Zerbi, avec cette blessure de Valentine Carboni qui est tombée là vendredi soir, juste avant le week-end. Déjà, une petite question, est-ce que vous trouvez que il y a une mauvaise gestion de la part, peut-être pas de l'OM, mais de la part de l'Argentine d'avoir reconvoqué Carboni là-dessus? On parlait d'enchaînement des matchs tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise gestion, sachant qu'il avait été blessé? Il arrive à l'OM blessé, il s'est blessé en sélection, et là, il s'est reblessé malheureusement. La gestion de ce cas, vous le jugez comment? Non, je pense vraiment là-dessus. Enfin, on peut chercher des causes ou autre, mais des fois, tu sais, un ligament croisé. En plus, c'est un entraînement, quoi. Tant il reste ici, il se fait. Voilà, c'est à l'entraînement. Tant il reste ici, il se le fait. Ça arrive à beaucoup de joueurs. Après, le problème qu'on a, et malheureusement, ça ne dépend pas des clubs, ça dépend de la FIFA, c'est que l'employeur, c'est le club. Mais le problème, c'est que le joueur, il est dans l'obligation, même blessé, d'aller en Argentine, de se faire voir par un médecin. C'est lui qui va décider s'il peut s'entraîner ou pas. Tant qu'on ne changera pas encore ce fonctionnement au sein de la FIFA, où à un moment donné, le club, c'est lui qui paye, c'est lui qui dit non, il est blessé, je vous envoie ce qu'il a, et entre les médecins, ils peuvent discuter, et le mec se repose et il se fait soigner dans son club qui le rémunère. Parce qu'aujourd'hui, Valentin Carboni, on l'a perdu, mais on l'a perdu, et c'est des discussions qui vont être âpres, parce que il était en prêt là, non? C'était un prêt payé en plus d'1 million. Voilà, donc qui va payer là. Et oui, c'est pour ça que moi, c'est des situations qui me posent problème, parce que aujourd'hui, on n'écoute pas assez les clubs. Et je trouve que la personne qui doit donner son avis, c'est l'employeur. Et l'employeur, c'est l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et on perd un joueur. Voilà. Alors qu'on savait qu'il était blessé. Romain, est-ce que tu penses qu'on peut casser le prêt? Parce que là, c'est vraiment les débats qui sont autour de ça maintenant. Oui, je pense que c'est pas l'Olympique de Marseille qui va chercher à casser le prêt, c'est peut-être plus l'Inter de Milan qui va chercher à récupérer le joueur, qui va avoir la vue sur
sur son opération, sur la suite des événements, parce qu'on sait très bien, et on l'a vu avec des cas différents, chaque cas est différent, chaque corps réagit différemment, mais tu as une blessure au genou, c'est bien que tu sois là, la clé justement, c'est de bosser avant de manière à ce que cette période-là d'immobilisation dure le moins longtemps possible, que tu puisses reprendre, et c'est pour ça qu'il y a des joueurs, ils se font les croisés, tu les revois 6 mois après sur un terrain, il y en a, ça prend un peu plus de temps et compagnie. L'Inter, c'est leur joueur, ils ont envie, à mon avis, c'est plutôt l'Inter qui va casser le prêt, entre guillemets. Tiens, il y a un message de monsieur Zoé qui nous dit il nous a rien montré, Carboni, depuis le début, mais ça veut dire surtout qu'Harit a 0 concurrent jusqu'à la trêve. Est-ce que c'est ça la principale information finalement avec cette blessure de Carboni, Bilal? Ouais, il a quand même dans la tête du coach, il y a Koné qui peut jouer aussi à ce poste-là, qui est blessé pour l'instant, qui est blessé mais qui va aussi probablement revenir. La question, c'est le nouveau casse-tête. En fait, c'est pas un nouveau, c'est qu'il est déjà depuis le début de saison. C'est-à-dire que même moi, quand je regarde les matchs de l'OM, ce poste-là, c'est même pas un meneur de jeu. Il n'y a pas d'influence depuis le début de saison, ou peu d'influence, hormis sur un match. Donc pour moi, le casse-tête dans le système de Zerbi, c'est enfin, à quoi il te sert ce joueur-là dans le cœur du jeu, parce qu'il touche très peu de ballons, et que ce soit Harit, que ce soit Carboni, que ce soit Koné, à chaque fois je les ai vus rentrer, je dis mais il y a quelque chose qui me gêne, tu vois. On dirait qu'il se marche dessus avec l'attaquant. Je suis d'accord. Et son vrai casse-tête, c'est qu'est-ce que je fais maintenant avec ce système-là, et avec quel joueur j'ai sous la main, sachant qu'Harit, si tu l'attends Harit d'être dans la dernière passe, d'être influent, d'avoir un gros volume de jeu, pour moi, il te trompe, il va le faire sur un match. Je suis d'accord. Est-ce que la solution, du coup, c'est peut-être pas de changer de système? Moi, j'avais pensé aussi à peut-être un 4-3-3, parce que c'est un système qu'il avait connu aussi à ses débuts en Italie, il me semble, Roberto De Zerbi, avec, pour le coup, Adrien Rabiot, et tu parlais de Koné, qui serait plus dans son poste, justement, de milieu relayeur. Je sais pas si tu mettrais Højbjerg ça, je trouve ça bien. Après, ça mérite de s'accorder, notamment dans on va dire dans le coulissement des joueurs, notamment quand il y a une action côté gauche, tu vois, comment tu la prépares, comment le relayeur droit, entre guillemets, se positionne à ce moment-là. Parce que l'idée, c'est de mettre beaucoup de densité, par exemple, à un moment donné à gauche, pour laisser Greenwood tout seul à droite et que ça bascule d'un coup sur lui. Donc l'idée, c'est de voir comment se positionne ton relayeur droit à ce moment-là. Mais effectivement, c'est une belle piste. Des fois, sur le papier, comme ça, on entend souvent, on n'a qu'à mettre Greenwood en numéro 10. Greenwood en numéro 10, mais c'est exactement ce que dit Bilal. C'est-à-dire que quand tu regardes les qualités de Greenwood, je veux dire, par rapport à ce qu'il cherche à faire le coach. Encore une fois, parce que derrière on va pouvoir te reprendre cette phrase. Eu égard à ce qui a été produit jusqu'à présent, peut-être que De Zerbi va mettre en place un système avec Greenwood dans l'axe, mais ça sera différent, les responsabilités sont différentes. Mais mettre Greenwood aujourd'hui en 10 par rapport à ce qui est demandé, c'est peu ou prou mettre Højbjerg derrière à Strasbourg. C'est le même délire, c'est-à-dire que tu vas faire jouer un mec qui va pouvoir faire 2-3 trucs parce que c'est un footballeur, mais tu le perds sur ses qualités fortes en fait, et qui est sur son côté droit. Parce que là, tu vas le faire venir pour qu'il lance des ballons, mais Greenwood, il n'est pas à lancer des ballons, il est à être à la réception des ballons lancés pour provoquer en un contre un. C'est là que c'est problématique. J'ai envie de soulever un truc, peut-être que je vais dire une bêtise. On n'a pas des jeunes à l'Olympique de Marseille, nous? Ah, ben justement, il y en a beaucoup qui en parlent dans le chat, donc bravo. On n'en a Didier. pas, nous, un peu, on peut donner une chance. On a gagné la Gambardella. L'année dernière, les petits que j'ai vu jouer, moi, quand on avait des difficultés d'effectifs, ils ont répondu présent. On a la chance d'avoir Jean-Pierre Papin qui entraîne la National 3, ils font des résultats. Je comprends pas pourquoi on s'embête, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a bien un joueur qui, peut-être, je dis bien peut-être, au pied levé, parce que ça ne sera pas un titulaire, on est bien d'accord. Mais on parle de remplacer Carboni. Carboni ne jouait pas. Même si De Zerbi voulait quand même l'installer, Carboni, je pense. Mais pour le moment, il n'était pas installé. Donc il n'est pas là. Moi, je dis, je suis Marseillais, je suis papa. Ma ville, c'est Marseille. J'ai eu la chance de côtoyer des bons petits joueurs de Marseille à qui on n'a pas donné la chance. Putain de merde, mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? On attend quoi? Mais on va chercher encore des joueurs à droite, à gauche. J'ai envie de te dire, surtout à ce poste-là. Oui. C'est-à-dire que tu me dis lancer un jeune au poste de gardien, je vais te dire compliqué. Tu vas me dire lancer un jeune au poste de défenseur central, je vais te dire compliqué. 9, en pointe, je t'en parle même pas. Sur le côté où on va te demander une élimination, mais par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais bien sûr. Ce poste de numéro 10, entre guillemets, où derrière, dans l'absolu, tu as deux tauliers. Sur les côtés, tu as des mecs qui apportent des diffs. Tu as un attaquant. Tu n'as rien à perdre.
J'exagère, tu as toujours à perdre et on va pas. Si tu me mets moi, ça va se voir, on est d'accord. Non, mais au pied levé, demain tu le fais rentrer un quart d'heure, le petit quart d'heure, l'équipe elle est en place, elle est solide, elle est costaud, tu rentres, tu mets ce qu'on avait vu à Brest en fait. Voilà. Mais à Brest, voilà, exactement. Sternal est rentré, je me souviens, commentaire d'après, ouais, Sternal, il a eu une occasion, il a raté. Oui. Et alors mais rate des choses. Et vous croyez que Akliouche et compagnie, quand ils ont démarré à Monaco, ils ont démarré un match par un triplé? C'est ça, on peut avoir ce luxe-là. Là, tu parles de Brest, on gagnait 5-1. Voilà. Quand il y a des circonstances, tu peux en lancer. On revient à ce qu'a dit Bilal tout à l'heure. Est-ce que nous, Marseillais, on va donner le temps à ces jeunes-là de s'exprimer, au coach, tout ça? Nous, le problème à Marseille, c'est ça. C'est que quand je les écoute, moi, mais à Marseille, on n'en a pas la chance aux jeunes. Mais quand on la donne, vous les critiquez. Laissez le temps au temps. Ils ont 18 ans. Vous savez ce que c'est de rentrer jouer devant 60 000 personnes, la pression que tu peux avoir. Je veux dire par là qu'il faut leur donner la chance. Moi, je dis aujourd'hui, tout à l'heure, j'avais peur de dire une bêtise. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a des jeunes. Non, prenons les jeunes, lançons-les. Parce que surtout, en plus, c'est pas... parce que quand on dit ça, on nous dit, ouais, mais là, vous allez cramer des mecs de 16 ans, 17 ans, vous comprenez? On n'est pas en train de dire... installe-les et donne-lui 3 matchs, 3 fois 90 minutes. On est en train de parler de jeunes qui peuvent suppléer à Minarit en fin de match, qui peuvent machin. Et ça, tu prends tous les clubs du monde, ils rentrent maintenant, le football qui est le football aujourd'hui, ils rentrent à cet âge-là. Bien sûr. Alors après, c'est Hendrick, Real Madrid, c'est un crack, mais on parle du Real Madrid, nous on est l'Olympique de Marseille. À notre échelle, un Bacola, un Désiré Doué. C'est Désiré Doué qui entraîne. Très tôt, et qui a raté en plus beaucoup de matchs, Désiré Doué, mais pourtant on lui a laissé le Après, la réalité, c'est que tous ces jeunes qui rentrent dans des gros clubs sont quand même des top jeunes qui sont suivis par toute l'Europe et qui sont déjà athlétiquement finis. C'est ça la réalité. C'est que tu vois un Désiré Doué, tu le regardes athlétiquement, tu te dis, mais mec, c'est. Non, mais ça fait combien il a le Désiré Doué? Il a 16 ans. Hein. Il avait 17. Il est rentré quand il rentre. Il a 16 ans quand il rentre. Mais il est quand même, tu vois, athlétiquement. Oui. Tu te dis, bon, là, si on parle de ce poste-là, donc là, je ne parle pas de Lafont, un poste de milieu de terrain qui lui est déjà athlétiquement. Ou même Bacola. Même Barcola, voilà, Bacola aussi. Mais là, Enzo Sternal, c'est la seule petite. Un peu comme Maxime Lopez, qui avait aussi ce défaut-là quand il est arrivé, Maxime Lopez, c'est de se dire un poste aussi important parce que tu es dans la tête du supporter, tu es le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille. On regarde quand même, tu as eu Dimitri Payet, tu vois, tu as eu des joueurs avec un grand talent au meneur de jeu. Il va avoir une attention, un focus sur lui important. Il a du talent. On l'a vu avec les jeunes, mais le step entre jeunes et au niveau, et comme tu dis, le supporter de l'OM, il s'en fout de ça. C'est ça qui me pose problème. C'est pour ça que... Les idoles des supporters de l'OM, c'est quoi? C'est pas des Marseillais. Non. Tous les joueurs qui ont performé, c'est pas des Marseillais. On va te parler de Papin, on va te parler de Drogba, il n'y a pas un Marseillais dans l'histoire. Donc qu'ils soient Marseillais, limite, tu peux comprendre quand les parents ils se disent, mon fils à l'OM. Limite, c'est une trop grosse pression, c'est une grosse tension pour le jeune. Mais supplier, comme tu dis, à Minarit, un Koné... Moi, je suis désolé, je le reviens encore. L'année dernière, j'avais vu rentrer ces deux petits jeunes. Je crois que c'était Daou et Lafont. J'étais content en tant que Marseillais, j'étais content. Et puis ils ont été très bons. Le petit Daou, il fait une rentrée ce jour-là. Il n'a pas perdu un ballon, il jouait juste. Mais il faut les faire entrer dans une équipe quand elle est en confiance. Si tu mets des jeunes quand l'équipe elle est moribonde, c'est sûr qu'ils vont sombrer. Par contre, ces petits, si tu les fais rentrer quand l'équipe, c'est un rouleau compresseur. Les faire rentrer un quart d'heure, 20 minutes, ils s'acclimatent, ils s'adaptent, ils prennent confiance. C'est des petits qu'à un moment donné, peut-être qu'en fin de saison, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait? On les garde ou on les prête? Mais peut-être qu'on va être content de les avoir. On a la chance. Pourquoi pas tenter? On va s'arrêter de prendre des joueurs à droite et à gauche. On a un potentiel ici, on ne s'en sert jamais, c'est énervant, quoi. Tiens, surtout pour ce rôle, encore une fois, j'insiste, excuse-moi si, mais surtout pour ce rôle-là. C'est-à-dire que là, on demande vraiment, on parle de remplacer le 19e temps de jeu Carboni, donc c'est pas... Logiquement, il rentre dans cette rotation. Une anecdote, moi à l'époque, j'entraînais la réserve, j'entraînais en Doum, mais il y avait la réserve de l'Olympique de Marseille. Je le dis parce que c'est ce flash qui me revient. C'était José Anigo, l'entraîneur. Et quand José il a pris la place d'Alain Perrin, il a fait monter Flamini. Vous vous rappelez de Mathieu Flamini? Il jouait en 3e division. Et après, derrière, il a joué où? Arsenal. C'est marrant que tu en parles et tout. Pour ceux qui se souviennent, le premier match de Flamini, il n'est pas bon. Non, du tout. Il coûte un but à Metz et compagnie. Et tu derrière, le remets. C'était le taulier d'Arsenal. Et je vais te donner une plus grande anecdote.
parce que je suis très bien placé pour parler de lui, parce qu'il jouait avec mon frère à l'OM. D'accord, donc c'est la génération, mon 17, c'était José Anigo, leur entraîneur avec les 17 ans. Et je me retrouve, j'étais étudiant, et je viens voir le match au OM Andoum, où tu devais être sur le banc. Oui, c'était José l'entraîneur. C'est José l'entraîneur. Et je regarde le match, et donc moi, l'année où je suis champion de France, et j'appelle mon frère, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a eu, Mathieu? Il m'a dit quoi? Je dis, il a pris des bonbons, hein. Je dis, parce que physiquement, c'est plus le même. Il avait un petit surnom comme si c'était au centre, il était tendre, tu vois. Mais c'était le joueur qui avait les plus grosses perfs athlétiques du centre de formation et des pros. Donc il a fait des paliers sur les tests Vameval, etc. Et je regarde le match, je dis, putain, il a explosé physiquement, il n'a pas peur, il va au contact, il est dur. Et ce match-là, en Doum, vous aviez fait mal aux jeunes de l'OM, et je dis, il n'y avait que Mathieu Flamini, je dis, punaise. Et on appelle, à l'époque, il y avait Laurent Merlin. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il est revenu l'été. Il s'est transformé physiquement. En un été, tu regardes les cuisses, il a doublé, il était fin, tu vois. C'était un mec qui courait beaucoup. Et en fait, Anigo, il a dû se dire, attends, contre Andoum, il est parti à la guerre. Alors, c'était la guerre, les matchs, Andoum. C'était des vrais classicos. C'est du OM Paris avec des vrais tacs, tu vois. Et on a discuté un peu avant l'antenne, il nous a raconté un petit peu sa philosophie. Mais voilà, c'est des anecdotes, tu vois, voilà, à un moment donné, pourquoi on n'a pas un joueur que demain on va me faire une star et il sortira de Marseille. Mais si on ne les met pas, si on ne leur donne pas confiance, les petits partiront. Est-ce que vous ne pensez pas, là, on va clore un petit peu cette partie, mais vous ne pensez pas que cette année, justement, on a l'impression que ces jeunes sont un peu mieux intégrés, en tout cas, complètement, par rapport aux entraînements C'est pour ça qu'il faut franchir le gap qui montre un peu le bout de leur nez en Ligue 1. Même pas beaucoup, mais un petit peu. Je dis pas, mais que tu prennes un peu des minutes par-ci. Voilà, Sternal à Brest, c'était génial. De continuer un peu dans cette voie-là. Si tu insistes un peu sur une première saison, ne demande pas plus. Moi, je ne demande même pas une seule titularisation pour ces jeunes-là. C'est un peu par-ci, un peu par-là, mais à la fin, une fois que tu as réussi à te montrer, et on a toujours cet exemple-là, Lucas Perrin, que j'aime beaucoup dans sa trajectoire, qui n'était pas destiné à être... Quand il était en jeune à l'OM, à côté de lui, il y avait Boubacar Kamara. Je savais très bien que... j'avais très bien qui allait devenir... Son lancement, c'est un concours de circonstances. Son lancement, c'est un concours de circonstances, de plusieurs d'ailleurs circonstances. Il y a le coach, il y a un joueur expérimenté qui aurait pu être derrière, qui a dit, mais lancez le jeune et compagnie, Kevin Strootman. Enfin voilà, tu vois, tu as plusieurs facteurs. Mais une fois qu'il a montré le bout de son nez en Ligue 1, derrière, il a pu faire sa petite carrière. Aujourd'hui, il est à Hambourg. Voilà, c'est bien. Il était bon en plus avec Strasbourg. Là, il était évincé un petit peu pour d'autres raisons, pas forcément sportives, mais ils avaient envie de rajeunir l'effectif. Excusez-moi, Bilal. Moi, je lance un appel aux supporters marseillais. Là, si vous nous écoutez tous, si demain on fait rentrer un jeune, encouragez-le. Portez-le. Ils ont envie, en plus, j'ai l'impression qu'on voit un peu plus de jeunes. Sternal, souvent, moi, plus dans les émissions qu'on fait régulièrement avec le MO Café, il me parle souvent de Sternal, de Bacola, de les voir un peu plus. Vas-y, Bilal, tu voulais peut-être intervenir. On parlait des jeunes. Ouais. C'est la meilleure année pour les jeunes à l'OM. Le coach, ce qui fait participer aussi les jeunes. 2, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le père d'un de ces jeunes-là. Il me disait à l'entraînement, ils ont intérêt à venir avec les protèges. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes au milieu de terrain qui ouvrent les yeux et qui voient que l'entraînement, c'est la Ligue des Champions. Tu as Hubert, tu as Rabiot, ils s'entraînent, comme tu dis, comme ils jouent, ils mettent une intensité. Limite, on a beaucoup de blessés aussi parce qu'il y a tellement aussi d'intensité et d'agressivité que le jeune là, si là, il ouvre pas ses yeux, il reste pas, il colle pas le mec, je viens avec toi, je cache chez toi pour voir ce que tu fais. Comment tu as pu réussir comme ça? Si moi je veux réussir, je prends un Rabiot, je me mets à côté de toi. Je reste en non-stop avec toi. Ou Hubert. Mais là, pour le coup, en plus, cette année, on a vraiment des joueurs qui peuvent les encadrer. Il y a des saisons, des joueurs d'expérience. Ces joueurs-là. Et puis pour un jeune, tu t'entraînes à côté de Rabiot, de Hojberg. Ouvre tes yeux. Si tu dois fermer les yeux, travailler, courir, les écouter, tout ce qu'ils te disent, et puis tu vas progresser quand même. Je veux dire. Et les prolongations des joueurs type Bacola qui ça a mis un peu de temps et tout, il fallait aussi qu'il y ait des confirmations aussi de la part du club en se disant oui, je les intègre au groupe pro, mais il faut quand même qu'ils fassent partie intégrante du projet, comme Sternal. C'est pour ça qu'il prolonge après à l'OM. Mais dans la discussion, il y a aussi surtout, si tu as une projection long terme sur un jeune qui a 16 ans ou 16 ans et demi, c'est de dire j'ai côtoyé des Zerbi, et au moment où il y a des Zerbi, j'ai des joueurs à mon poste qui sont des références mondiales. Donc si j'ai un peu de réflexion et je suis bien encadré, je me dis, je sais que la route, elle est en face de moi. Après, je la suis ou je la suis pas. Exactement. Mais je l'ai. Il y a un autre jeune aussi dont on a fait l'article ce matin, et puis j'ai interviewé Cordo, Bastien, qui m'en a parlé aussi, c'est Robinho Vaz.
en train de crever l'écran un petit peu en National 3, donc c'est positif aussi qu'on ait des bons jeunes. Et il y avait Albiba qui t'a répondu, il y a Samir Nasri quand même qui a explosé chez nous et qui est devenu un peu une star et légende, je sais pas, mais une star. Oui, les frères Ayou. Mais par contre, si tu prends l'exemple de Samir Nasri, dès l'âge de 12 ans, au centre de formation, tout le monde savait qui était Samir Nasri. Oui. C'est pas un jeune qui a un potentiel, c'est ce qu'il faisait en jeune. Comme on n'a pas revu jusqu'à maintenant, moi je l'ai pas revu ce que fait Samir Nasri. Tu sais, on a eu, tu me parles de Samir Nasri pour répondre à l'internaute. Il y en avait un qui s'appelait Ahmed Yayaoui. Oui. Alors à l'époque, Ahmed Yayaoui, il en avait un à chaque jambe de Samir Nasri. Sauf que ce qu'il disait Bilal là, à un moment donné, Samir Nasri a pris le chemin du travail. Ça veut dire avec le papa encadré, le truc, le travail. Et l'autre, il a pris l'autre chemin. Mais crois-moi, tu peux te renseigner. En talent, il n'y avait pas photo. Hein. Même, je crois qu'il avait des sélections. Il est champion d'Europe. Il est champion d'Europe. Moi, je l'ai eu sur la fin, parce qu'il était fada, mais je l'ai eu à Consola. Il venait s'entraîner. Bon, après, on l'a perdu parce que c'était un fada. Hein. Il y avait un cerveau. Mais il avait un talent fou. C'est-à-dire, à un moment donné, à Consola, tu avais Elias Tagelmint. Oui, c'est pour ça que je suis devenu cheveux et toi, tu animais des séances avec ces deux... Mais c'était du pur deux ingénieurs. C'était du plaisir. C'est pour moi, c'est des garçons qui sont des petits Marseillais qui ont perdu. Je reviens Bilal. À un moment donné, quand on te donne la route à suivre, prends-la, quoi. Accompagne, écoute. C'est le conseil que je donne aux jeunes. Moi, aujourd'hui, le thème, c'est le meneur de jeu, nouveau casse-tête. Il n'y en a pas. Il y a des jeunes. On va les lancer. Et je pense que De Zerbi, il en est capable parce que je sais que lui, il aime bien les jeunes. Voilà. Accompagner. Et les supporters, par pitié, si on fait rentrer un jeune qui manque une passe, qui manque un but, encouragez-le. Bon, ne lui coupez pas la tête. Vous avez entendu le message de... Mais oui. On a par contre un jeune qui a 21 ans, qui est attaquant de l'Olympique de Marseille, qui n'est pas encore une légende, c'est Eli Wahi. On va en parler dans la troisième partie. Eli Wahi, est-ce que Montpellier, c'est le match parfait pour relancer l'aventure un petit peu, ou lancer en tout cas l'aventure d'Eli Wahi à l'Olympique de Marseille sur son début de saison? Tiens, Didier, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cet attaquant Eli Wahi, puisque le focus est vraiment sur Wahi, pas forcément sur Mopé, puisque Mopé sera suspendu pour ce match. Alors, j'aimerais me tromper, fin de saison, que vous m'invitez au Phocéen, que vous me dites, Didier, tu as dit que des conneries, et je vous dirai, vous avez raison, excusez-moi, je suis désolé. Moi, quand on a pris Wahi, c'est pas du tout, Didier, c'est pas du tout le style de joueur qui me plaît. Parce que je l'ai suivi à Montpellier, je l'ai suivi à Lens. Dans la philosophie de Roberto De Zerbi, c'est des garçons qu'il faut qu'ils décrochent. Je trouve qu'ils décrochent beaucoup trop. Qui décrochent, qui jouent techniquement, qui s'appuient, qui redemandent dans la profondeur. Et ce joueur-là, il est arrivé à Marseille. Pour moi, Marseille, c'est trop haut pour lui. Trop jeune. 21 ans, trop haut. Il n'est pas prêt. Et il fait pas les matchs qu'il devrait faire. C'est pas un attaquant, pour le moment, c'est pas un attaquant qui fait pour l'Olympique de Marseille. Pour moi, il n'a pas la stature aujourd'hui pour jouer à l'Olympique de Marseille. Alors on lui fait confiance, on le fait jouer, mais à force de le faire jouer et à force de manquer les matchs, on est en train de le perdre. Et je pense que, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, je disais que, peut-être que je me trompe, je n'ai pas les tenants les aboutissants, mais entre Mopé et lui, je pense qu'on aurait pu avoir deux joueurs, on aurait pu avoir un très bon footballeur à l'Olympique de Marseille qui pouvait faire mal à l'adversaire. Aujourd'hui, si tu n'as pas Greenwood qui est en pleine forme, si tu n'as pas Luis Enrique qui est en pleine bourre, c'est pas ton attaquant axial qui va te décanter quoi que ce soit. Donc je suis très déçu du début de Wahi et j'espère me tromper. Mais à ce rythme-là, ça sera encore un flop. Juste Didier, juste pour resituer, tu prends Mopé parce que Faris Moumbagna se fait les croisés à Brest. Wahi était déjà là. Tu peux pas, une fois qu'à la blessure, dire bon, en fait, Wahi repart à Lens et on va faire un plus gros. Voilà, c'est juste pour donner la chronologie des recrutements. Je comprends ce que tu dis sur Mopé et sur Wahi, pardon, sur son style de jeu et sur son. J'ai quand même j'ai un petit espoir, mais très compliqué de te dire que cet attaquant-là est peut-être en capacité, justement parce que tu dis on oublie qu'il a 21 ans, l'avantage quand tu as 21 ans, c'est est-ce qu'il est capable de faire un reset complet? C'est-à-dire est-ce qu'il est capable de se dire ok, tout le football que j'ai joué jusqu'à présent, je l'oublie et je fais vraiment ce que me dit le coach les yeux fermés
et j'utilise mes qualités selon les desiderata de mon coach et pas par rapport à ce ressenti football que j'ai. Parce qu'il a un vécu football. Il a des saisons de Ligue 1, même s'il a que 21 ans, il a des saisons, il a des buts en Ligue 1. Est-ce qu'il est capable d'oublier tout ça pour dire je fais vraiment... je suis le coach au... je sais pas. Les yeux fermés, j'ai cette interrogation-là, mais... Après, physiquement, il a quand même des qualités... Oui, physiquement, il se déplace, il fait beaucoup de courses, mais il pèse pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'attaquant qu'il faut pour l'Olympique? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est l'attaquant qu'il faut pour l'Olympique de Marseille, aujourd'hui? C'est celle-là qu'il faut se poser comme question. En vrai, l'attaquant parfait, ça aurait été Eli Wahi, la jeunesse et compagnie, et une fois qu'il a le ballon, le toucher de balle de Ben Yedder. Voilà, il aurait fallu faire un mix de deux. Ben voilà, moi tu vois, je serais plus dans un style de Ben Yedder, confirmé, pression, il connaît, il a été en équipe de France, Ben Yedder, renard des surfaces, ça met des buts, ça fait l'adversaire, ils savent que c'est Ben Yedder, ça joue pas pareil que si c'est Eli Wahi. Bon, aujourd'hui, tu prends Eli Wahi, il faut que c'est entre 10-15 buts par saison à peu près. Ouais, une quinzaine de buts. Voilà. Aujourd'hui, pour marquer 15 buts, il va falloir qu'il accélère. Hein. La réalité, c'est qu'il passe après des, entre guillemets, je vais dire des monuments. C'est que ça fait depuis ça, Longoria qui est arrivé, il a ramené à ce poste-là que des joueurs d'expérience. Il a ramené Milik, il a ramené Alexis Sanchez et Aubameyang. Donc en gros, il t'a ramené des joueurs qui, sur leur stats, tu passes après des mecs qui savent, gérer la pression, 2, savoir jouer au ballon, et encore plus pour Sanchez et Aubameyang, parce que l'attaquant, c'est Aubameyang. Dans ce système-là. Ça s'est décroché, ça c'est pour la profondeur, ça c'est quasiment tout faire. Et ça a aussi le cerveau de se dire quand ça va pas, je sais remonter la pente. Tu vois qu'il a de l'ego en plus, Aubameyang, c'est ce qu'il a fait à l'OM. Et là, mettre autant d'argent, de toute façon, il y avait que, si on se souvient du mercato, c'était soit Eli Wahi, soit l'attaquant d'Arsenal. Donc il y avait, c'était dans sa tête, c'était 2 jeunes qu'il avait dans sa tête. Mais pourtant, c'est 2 joueurs qui ils n'ont rien à voir dans le style de jeu. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et si tu suis De Zerbi, moi j'aime beaucoup l'entraîneur, donc je regardais ce qu'il faisait à Brighton. C'est rare qu'il y ait un entraîneur qui arrive à montrer des choses en première ligue autant et à faire mal aux grosses équipes. Et en fait, tu prends l'avantage qu'il y a, c'est que sur Internet, maintenant, tu as beaucoup de données. Et tu prends la data de Ferguson à Brighton et tu regardes Ferguson. Et je regarde Wahi, je dis, mais à quel moment tu peux prendre Wahi quand dans ton profil là, où ton joueur dans le cœur du jeu, il doit avoir un gabarit assez intéressant pour maintenir la pression de la cage. 2, savoir, il avait quasiment 43% qui jouaient dans le rang central. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est Ferguson, son cœur de son match, il est dans le cœur pour lancer tes ailiers. En gros, c'est j'absorbe, je passe par là ce que fait Højbjerg avec Kondogbia, et je m'appuie toujours sur Mopé ou Wahi. Sauf que quand tu t'appuies sur un joueur dans la cage, il faut savoir protéger le ballon. Et en Ligue 1, les défenseurs que tu as sur toi, c'est un 90 toi moyenne, et tu te fais un peu impacter. Donc, Wahi, je devais te dire autre chose. C'est pas Wahi, le match parfait. C'est Ro en ce moment qui rentre à la place de Wahi. Parce que tous les derniers matchs, c'est pas Wahi qui rentre, c'est Ro. Numéro 9. Il est jamais rentré, Wahi. Strasbourg, c'est Ro. Lyon, pardon, c'est Ro. Angers, c'est Ro qui rentre au poste de numéro 9. Quand Mopé sort. C'est pas Wahi. Après, on était à 10, c'est peut-être différent aussi. Mais tu fais rentrer, il a fait rentrer Ro numéro 9. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. Et le match en championnat, le premier match de la saison contre Reims, c'est Ro qui rentre même en pointe pour remplacer Wahi, qui montre qu'en pointe, si tu es bon dos à la cage, parce qu'il faut être bon, Ro sur chaque prise de balle, tu as compris qu'il sait jouer avec un mec dans le dos. Tu sais que c'est le plus dur, ça, au ballon. C'est de savoir jouer sous pression. C'est trop facile quand il tient le ballon. Et là, je pense que je me pose la question, il veut pas le griller. Et c'est pour ça, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les profils différents entre Nketiah et Wahi, je pense vraiment que le plan A, en disant ça, j'espère tout autant que Didier, que nous tous ici, que Wahi finisse à 20 buts. Et on a des histoires comme ça de mecs plan B, entre guillemets, au départ, qui se révèlent être des cracks. Donc on espère que ça soit le cas encore. Mais je pense que le plan A, c'était vraiment Nketiah sur cette capacité-là. Ça me revient, excuse-moi, je te coupe, mais il y a eu Moukoko aussi, non? Ouais, Moukoko. Mais c'était pas. Moukoko, il venait pas pour être l'attaquant numéro 1. Et Moukoko, je pense que c'était plus. Ils y ont réfléchi plus en termes d'opportunités. Ouais, exactement. Voilà, il ne faut pas oublier qu'à Marseille, il y a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas se payer des joueurs et qu'on choisit souvent des cas. Alors, certains voient là-dedans, et c'est le système Longoria qui nous a permis d'avoir dès le début des très beaux joueurs. On a vu des Guendouzi, tout ça. Ouais, Sanchez. On ne s'attendait pas à les avoir.
Lui, son credo, c'est de miser sur des mecs sur lesquels on peut avoir des échelonnements de paiement. Et donc, du coup, on nous annonce un prix. C'est pas vraiment le prix que l'OM paye, parce que l'OM le paye sur 3, 4, 5 années. Et il y a des clubs, tu vas les voir en leur disant, bah tiens, on paye comme ça, ils raccrochent. Ils te disent, mais ça m'intéresse pas. Et donc, du coup, je pense que tu avais Nketiah, tu n'avais pas 500 000 possibilités. Je pense que Nketiah, c'était une vraie opportunité et que malheureusement, tu n'as pas réussi à saisir parce qu'à Crystal Palace, il n'y aurait eu personne d'autre que nous. Peut-être qu'ils auraient accepté nos conditions. Finalement, ces agents ont fait le travail. Ils ont trouvé un club en première ligue pour payer Arsenal. Donc, du coup, tout est versé en temps et en heure. Et malheureusement, tu te retournes sur Wai parce que tu connais l'entourage, parce que tu connais et que justement, tu as cette possibilité-là de recrutement. Et que tu te dis, vaut mieux un mec qui te... Peut-être, je présage que tu te dis, vaut mieux un mec qui te correspond, peut-être pas forcément, qui ne remplit pas tous les critères, mais qui reste quand même dans cette catégorie-là, parce que Wai, nombre de buts marqués, tout ça, ça coûte très cher et tu arrives à l'avoir dans ces conditions-là, qu'un autre que de faire signer, je ne sais pas moi, un Ludovic Ajorc ou quoi que ce soit. Bien sûr, ce n'était pas le profil, mais pour dire, voilà, un mec d'une catégorie en dessous, voire deux. Aujourd'hui, c'est factuel, ce que je dis, c'est maintenant. Peut-être que dans 3 mois, on dira autre chose de Wai. J'aimerais me tromper, mais aujourd'hui, pour moi, c'est... Mais tu vois, là, Bilal parlait de Rowe. Tu préférerais peut-être Rowe en pointe, avec les qualités qu'a Après, il a les qualités Rowe pour jouer sur tout le front de l'attaque. Il décroche bien, il a ses capacités, il a des appuis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a des appuis de fou furieux. Donc pour moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en attendant qu'il retrouve son niveau, parce que là, je veux dire, s'il s'obstine à le faire jouer pour lui donner confiance, ça va être, s'il ne marque pas, ça va être de plus en plus dur et on va le perdre. Donc je pense qu'aujourd'hui, Rowe, avec ce qu'il nous montre, je pense qu'il faudrait qu'il joue un match entier. Je dis ce que je pense. Après, je ne suis pas le coach de l'OM, hein, moi. Mais pour revenir à Wai, vous savez, on en a eu des joueurs, nous, ici, qui sont arrivés, qui n'ont pas supporté la pression de l'Olympique de Marseille. Hein. On en a eu plein. 21 ans. Tout à l'heure, Bilal, il a parlé d'Aubameyang. L'année dernière, rappelez-vous Aubameyang, ce qui s'est pris dans la bouche. Ils ont de retraite. Capacité mentale, fermer les oreilles, les écoutilles, il s'est mis dans le travail et derrière, il nous a fait une fin de championnat exceptionnelle. Lui, je ne sais pas. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'à un moment donné, le public commence à le siffler. Ça a déjà été le cas en plus contre Reims. Et même, un truc encore plus important, c'est que on parle de l'OM de De Zerbi, on ne parle pas juste de l'OM. Le système de Zerbi, le numéro 9, c'est pas la star du tout du système. C'est-à-dire que tu reprends toutes ces équipes, tu n'as pas un attaquant à 20 buts dans son équipe. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il va avoir cette capacité à un moment donné de dire, je suis mon coach, la seule personne que j'écoute, c'est mon coach. Si mon coach me dit à la fin, j'ai fait un bon match, c'est la seule chose qui m'importe. Ou est-ce qu'à un moment donné, quand il va recevoir un ballon, il va se dire, tu sais quoi, là, je vais frapper parce que tant je marque, et du coup, par rapport au public, la presse, et voilà, c'est ça la question. Et quand tu es jeune, nous, c'est facile, là, on débat. Bien sûr. Mais je vous prends tous les 3, je vous remets à 21 ans. Ah non, mais c'est pour ça. C'est sûr qu'il faut mentalement, il faut être fort, il faut être bien entouré. Il vit des moments difficiles, ce petit. Il a 21 ans. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que s'il ne réussit pas dans les 2-3 matchs qui suivent à marquer son but et se remettre en confiance, j'ai bien peur qu'il va commencer à subir les sifflets. Et là, par contre, si mentalement tu n'es pas fort à 21 ans, tu perds pied. Hein. Totalement. On va se faire un petit tour de table. Bon, je pense qu'on a compris à peu près ton avis, Didier, sur le cas Wai. Pour toi, Romain, tu crois encore à Wai là, sur cette saison et plus en plus focus sur le match de Montpellier? Il a le maillot de l'Olympique de Marseille. On est derrière lui. Sûr. Mais quand bien même on est derrière lui, il y a 11 places. Et on ne va pas faire un coach chez nous avant l'heure, mais je préfère peut-être mettre Jonathan Rowe, par exemple. Tu vois, je n'ai pas de sentiment de me dire, mais c'est Montpellier, c'est un club où il a joué. Voilà. Bilal, sur Wai, tu crois encore ou t'es en côté? Non, mais comme disait Didier ou même Romain, on va dire que c'est encore trop tôt. Il n'a rien joué. Il a été en plus blessé. Il a raté des matchs. Il a raté le match contre Nice. Contre Nice, carton rouge aussi, donc il a dû sortir aussi avant contre Lyon. Donc finalement, il a jamais enchaîné 90 minutes. Et le match qui aurait dû le lancer, il a raté des occasions incroyables, parce que la réalité, c'est que psychologiquement, c'est ça. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions sur les autres matchs. Mais là, tu as
3 occasions incroyables, mettre 3 buts, le Vélodrome, ça y est, ta saison est lancée, tu vois. Et je pense dans la psychologie même de De Zerbi, c'est de se dire, il a raté cette première étape de peu, parce qu'il peut marquer 3 buts dans le match. Je pense qu'il ne veut pas se le griller. Vu qu'il a sorti contre Lyon, il a sorti très tôt à cause du carton rouge. C'est pour ça qu'il l'a mis après derrière, parce qu'il était contre Strasbourg, il joue et on le voit pas trop. On le voit pas trop, il sort très tôt dans le match. C'est contre Angers où il a commencé. Voilà, il met Mopé contre Angers. Donc, mais pour Montpellier, alors sur ce que donne Montpellier depuis le début de saison, mais bon, j'ai vu, il y en a une jurisprudence changée maintenant. Donc tous les matchs sont bons à jouer si tu es supérieur à l'adversaire pour un attaquant. Donc, il faut qu'il joue contre Angers et il faut qu'il marque contre Angers. Contre Montpellier, pardon. Je les ai mis dans le même bateau. Mais parce qu'ils sont dans la difficulté. Et tu sais qu'à Montpellier, ce qui va se passer, tu sais le coach, ce qu'il va faire déjà. Michel Derzakarian. Derzakarian qui gagne. Déjà, c'est compliqué. Derzakarian, qui est dans la difficulté. Ça sent bien le 5 derrière, bien costaud, bien dur. Et les contres, tu vois. Puis le président, là, Laurent Nicolin, a déjà annoncé un petit peu la couleur en mettant la pression sur Marseille, en disant qu'ils vont jouer le futur champion de France, qu'ils sont prêts à faire un gros match. Donc déjà, il a commencé un petit peu c'est logique. Coulisses de mettre la pression. En ce moment, on est loin d'être champion de France. Ouais. Bon, en tout cas, on aura le temps de revenir sur le match contre Montpellier jeudi avec l'avant-match vraiment dans le talk show. On va passer aux questions-réponses désormais. Les questions-réponses que vous avez pu nous poser sur le site, et j'en ai noté quelques-unes depuis le début de l'émission. On avait une question sur le débat de la première partie un petit peu. C'était une question de Nacho qui nous pose la question. La méthode de De Zerbi, finalement, est-elle adaptée à la Ligue 1 ? C'est la question, ouais. Pas facile de répondre à cette question de Nacho, elle est bonne. Non, mais je pense que tu peux réussir en Ligue 1. C'est en tout cas, c'est ce qui mérite d'être suivi. C'est-à-dire que lui, on prend De Zerbi pour faire du De Zerbi. Et il est venu parce qu'il avait les garanties qu'on allait lui proposer de faire ça et il n'allait pas avoir un président, un directeur sportif qui va lui taper sur l'épaule s'il y a 2-3 matchs nuls, 2-3 défaites, en disant bon, maintenant, tu comprends, il faut faire. Donc, et moi, j'ai envie, en tant que supporter, d'aller au bout de cette histoire. Moi, de toute façon, dans le football, j'aime bien et je trouve qu'un club, notamment comme l'Olympique de Marseille, qui n'a pas des ressources illimitées, à un moment donné, tu peux t'élever si tu vas à fond dans le projet de ton coach. Parce que c'est un mec qui t'amène à ça. Donc ouais, j'aimerais bien avoir la réponse là, en fin de saison, là-dessus. Juste avant que tu poses la deuxième question, cite-moi un coach qui vient en Ligue 1 sur les 10 dernières années, qui arrive chaque année à se qualifier en Ligue des Champions. Pour dire si De Zerbi est méthode ou pas. Je peux te donner un nom, mais je suis pas sûr de moi. Jardim. Même pas. Et Jardim, ouais, non. Il y a aucun coach qui arrive à enchaîner 2 saisons consécutives avec avec un résultat performant. Donc aujourd'hui, en France, t'as pas un entraîneur où quand tu regardes, tu dis si on l'a, l'OM, on est sûr. Il n'y en a aucun. Non, tu peux pas être sûr. Bruno Genesio. Pep Genesio. Il a battu tout le monde. Quoi, Machala le dit dans le chat. Je suis comme Romain, moi. Je pense qu'il faut lui laisser le temps et je pense que sa philosophie qu'il a mis en place à Brighton, si nous, les supporters, on est un peu gaga et qu'on commence pas à le siffler si on se fait accrocher 1 ou 2 fois, je pense que c'est une équipe qui va nous réserver de belles surprises. Parce que sa philosophie, elle est belle. C'est du jeu, c'est du jeu, la percussion. Moi, j'aime cette folie, j'aime les latéraux qui prennent le couloir. Je pense que c'est un message d'espoir que j'ai, mais je pense que les gens sont conscients, les gens ont vécu. Ceux qui ont sifflé Bielsa, parce qu'on a eu, et qui ont critiqué Bielsa pendant la saison et qui se sont rendus compte après coup de ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient peut-être raté, de se dire mince, on aurait peut-être dû le soutenir jusqu'au bout par rapport aux autres personnes, par exemple dans le club avec qui il était en conflit. Tu dors. Tu dors. Après, si tu me donnes un entraîneur qui est Ligue 1 compatible et qui a montré à tout le monde que son style, il est fait pour la Ligue 1, totalement pour la Ligue 1, c'est Igor Tudor. Normalement, c'est un coach dommage qu'il a le cerveau, parce qu'il sur 2-3 ans, mais il avait vraiment compris la Ligue 1. Après, il n'avait pas envie, voilà. Par contre, il avait compris la Ligue 1. Il n'avait pas envie de s'établir. Mais Tudor, Bielsa, sans rentrer dans un truc qui pour moi sont très proches au final. Oui, bien sûr, dans cette folie. Ils demandent, non mais même dans le style de jeu, qu'ils demandent,
c'est au final un truc peut-être bon, pas adapté Ligue 1, mais surtout qui se base beaucoup sur le physique des joueurs, Bien sûr. plus que De Zerbi où tu as un jeu à mettre en place. Et c'est pour ça qu'au final, la patte Tudor-Bielsa prend peut-être plus vite. Et je dis pas c'est mieux, c'est moins bien, c'est juste ces deux trucs différents. Là où pour De Zerbi, ce qu'on disait, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place. Oui, parce que sa philosophie, c'est fait de technique, c'est fait de vitesse, c'est fait d'intensité. Et donc, prise de risque. Ça fait ce que tu Prise dis. de risque aussi, Oui, énormément de prise de risque. Moi, derrière, des fois, j'ai peur. D'ailleurs, je regarde le match, je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Pied sur le ballon. Parce que tu n'as peut-être pas les joueurs aussi pour le faire. Moi, ils me font peur. Cornelius Brassier, je suis désolé de vous dire, moi, derrière, ça me fait peur. Donc, à un moment donné, quand tu sors les ballons, un peu comme à la Manchester City... Après, il l'a fait avec Brighton, avec des défenseurs qui n'étaient pas forcément très bons au pied aussi. Oui, mais je pense qu'on y a... Là, peut-être, moi, je n'ai pas suivi la première année, mais la deuxième année à Brighton, je pense qu'il avait installé son équipe, qu'ils avaient là. Quand tu arrives là, que tu vois... Tu te passes le ballon, tu as l'adversaire, il est à 3 mètres, tu dis s'il perd le ballon là, maman, ça fait peur. Mais j'ai envie de la voir, cette philosophie. J'ai envie de voir l'Olympique de Marseille avec Roberto De Zerbi, donc il faut y laisser le temps. Ok. Nico Amskas, tiens, qui nous pose la question. C'est dimanche, le salut. Nico Amskas. Okay. Non, pas Paul Pogba. Oui, parce que je me suis dit, par rapport à la question, Paul Pogba, tu as des infos à nous donner. À choisir en janvier, Melo, c'est la rumeur un peu qui est sortie, qu'on aurait pu le faire cet été, visiblement. Pogba ou aucun des deux pour cet hiver, à choisir en janvier. Pogba, Melo ou aucun des deux. Moi, les infos que j'ai, les infos que j'ai, et c'est que c'est pas du tout la priorité du club, du tout, ce poste-là, pas du tout. Ok. C'est quoi mieux ça? C'est assez fourni. C'est là où tu as pris Adrien Rabiot. Voilà, c'est ça. Non, mais le message que tu envoies, Adrien Rabiot. Voilà. Tu as d'autres postes plus importants si tu dois. Tu as fait une cour à Adrien Rabiot pour le faire venir. Tu as fait une petite danse du ventre. Et je dis ça, il n'y a rien de péjoratif. C'est sacré danse du ventre. Il y a des belles danses. C'est une belle danse, beaux abdos, bravo à lui. Si derrière tu sais, c'est l'épisode de Bref là du meilleur pote. T'as l'impression d'être un meilleur pote, puis après tu le vois et il est meilleur pote d'un autre mec, ça te fait un truc. Là, imagine Rabiot s'il voit que tu es allé faire une note, voilà, il faut être cohérent. Puis ça fait 2 ans qu'il joue pas quand même. Hein. Ah merci. Après le footballeur, 2 ans, c'est 2 ans avant que tu reviennes à ton rythme. Hein. Une blessure, c'est 6 mois pour que tu reviennes à ton rythme. Il a pas 19 ans en plus. Il n'a pas 19 ans, je pense qu'il doit faire un peu la bringue, donc c'est bon Pogba qui vienne à Marseille, qu'il aille un peu ailleurs, qu'il comprenne un peu des jeunes, un peu d'actualité. Ah oui, surtout que ça fait un peu, si tu prends Paul Pogba, quel message, souvent tu avais cette phrase-là, quel message t'envoies aux jeunes? Cola par exemple qui est derrière, finalement tu prends Pogba, Rabiot, Ibier. Après évidemment, si tu me dis tu fais venir un Pogba, machin, je te dis pas il faut faire un jeune à tout prix. Moi je rigole encore de Paris qu'ils avaient dit non, le retour de Gabi Heinze, non merci, il faut que nos petits jeunes comme Mamadou Sakho, tu dis bon, là quand même, mais là voilà, c'est Pogba sans garantie, voilà, c'est ce qu'il faut préciser, c'est pas pareil. Tiens, Gabs qui nous pose la question, que donne le prêt de Unai au Panathinaikos, qui a mis un joli but d'ailleurs avec une passe décisive avec le Maroc contre c'est doublé, doublé. Il y a un joli but et un but normal. J'ai pas vu son deuxième but. C'est Zinedine Unai avec le Maroc, on appelle. Mais moi, avec le Maroc, je vais peut-être être bizarre. J'adore ce joueur. Alors, pas l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'a pas fait peut-être ce qu'il fallait, ou peut-être qu'il était dans un contexte un peu compliqué. Mais moi, quand je l'ai vu jouer avec un Coupe du Monde avec le Maroc, je le trouvais époustouflant. D'aisance technique, de percussion. Il avait cette capacité à casser des lignes, à éliminer les joueurs, toujours à demander le ballon. Je regardais ce joueur. Alors, est-ce que c'était la dynamique de l'équipe du Maroc qui a fait que? Mais quand même, quand tu regardes jouer un joueur, il joue au football. Et quand je le vois jouer, je le fais signer à l'Olympique de Marseille, je dis putain, ils ont fait une recrue, on va se régaler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois être un peu plus au courant que moi, Romain, par rapport à... J'ai entendu l'article qu'il avait fait, qu'il n'avait pas assez travaillé, qu'il s'était mis un peu de côté au club. Pour moi, c'est encore pour moi. Hein. Pour moi, c'est un grand regret, lui. J'aimerais le revoir, mais dans un autre contexte. Et je pense vraiment que il fait partie de ces joueurs, et c'est pas le seul. Il y en a à d'autres postes, dans d'autres sélections, dans d'autres régions du monde. Il te donne des regrets, c'est les éternels regrets.
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il va faire un match. Et c'est souvent des joueurs qui sont bons en sélection. Donc, tu te dis, il faudrait qu'on fasse tout pour le mettre et tout. Et en fait, ils font que te décevoir. Une fois que tu leur redonnes des chances. Et tu vois, je miserais presque un truc sur le fait que ça soit un mec qui, le reste de sa carrière, il n'y a pas un moment où il va exploser, en fait. Il y a un moment où il va... Je vais te dire, moi, les supporters d'Angers à l'époque, on faisait des émissions avec les supporters d'Angers. Le mec m'a dit, moi, je ne connais pas celui qui a fait la Coupe du Monde. J'ai jamais vu jouer celui-là. D'accord. Voilà, donc il m'a dit, en fait, on le découvre. On ne savait pas qu'il savait faire ça. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est capable sur 1, 2, 3 matchs faire des choses. Une compétition dans un contexte. Et est-ce qu'à ce niveau-là, ce serait pas le pendant d'un homme qu'on appelle Paul Pogba? Oui, c'est vrai, pour le coup, en équipe de France, quand tu regardes le Mondial 2018, et je pense que tu es supporter de Manchester United, tu te dis... Non, mais tu as des joueurs sur un match, tu regardes le match, tu dis, mais tu prends l'autre Angevin qui est avec le Maroc aussi, tu regardes la Coupe du Monde, j'oublie le nom. Bouffal. Tu regardes la Coupe du Monde, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait à Angers? C'est ça. Le mec, même au Vélodrome, quand il joue, quand on gagne 5-3, avec Mili qui marque le triplé, là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait à Angers? Il a un talent tellement exceptionnel dans les pieds. Je dis, mais pourquoi il est à Angers? Et il y a toujours des raisons pour ça. À Bouffal, il y a une saison, il était pas loin de signer à l'OM d'ailleurs. Il est incroyable, quand il parle en Angleterre, il parle en Angleterre après derrière. Southampton, il avait fait une grosse saison. Mais pour moi, ça sera, par rapport à la question, c'est un regret, parce que le talent, il a le talent. Après, qu'est-ce qu'il fait Après, le regret, je pense qu'on y est tellement pour rien que moi, j'ai pas de regret. Dans le sens où j'ai l'impression que ça vient vraiment de lui. Tu crois? Ouais. Mais les choix, en tout cas, les choix du président et de la direction, en fait, pour moi, on n'a pas pris un seul joueur où il n'y avait pas une logique. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a le talent. Ils ont tous du talent. Après qu'ils arrivent à l'OM, ça, c'est autre chose. Mais quand tu les vois jouer, Iliman Ndiaye et machin, tu dis, il y a du talent dans les pieds. Le mec, il sait faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais après, réussir à l'OM, c'est ça. C'est ça, ouais, mais c'est compliqué. Tiens, il y avait une question, je l'ai perdue. Ah si, voilà. Est-ce que vous avez une idée du retour de Quentin Merlin, Blazer, qui nous dit ça, s'il vous plaît? Parce qu'on nous avait annoncé peut-être Montpellier, mais là, ça va être trop juste Montpellier dans tous les cas. Le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut espérer un retour de Merlin contre Paris? Non, je sais pas de... Moi, je pense qu'il faut vraiment attendre le milieu de semaine. Là, Par contre, c'est une dinguerie ce qui s'est passé quand même sur sa blessure. Hein. Parce que là, par contre, ça. Je pense que l'OM, je pense qu'ils ont dû choper la fédération parce que ce qu'a fait Gérald Baltic, soit parce que c'est un ancien Lyonnais, il s'est dit il va jouer Lyon, il a fait jouer 94 minutes avec un strap. Il fait quoi? Mec, il début de saison, il jouait avec, il avait la cuisse. Il a fini le match. Il a fini jusqu'au bout. Le deuxième match. Mais il a joué 94 minutes, le deuxième match, je te parle. Ouais. Et tu sentais qu'il traînait un peu la patte. C'était la limite. Et il gagnait 2-0 contre la Slovénie. Je dis, mais attends, il va le laisser jusqu'à la fin. Il n'a jamais sorti. Donc, joueur chaud. Tu sais comment ça se passe. Le lendemain, terminé. Ouais, bah après, en plus, oui, il est sorti à 80. Là, c'est jusqu'au bout. C'est musculaire. C'est musculaire. C'est musculaire. Lésion musculaire. Au quadrille, ischio. Une fois de plus, faut pas minimiser le fait aussi que c'est un joueur et que peut-être que, enfin, j'ai pas envie de blâmer Batic, pardon. C'est peut-être ça vient de Merlin aussi qui a dit oh, coach, c'est bon, je peux jouer. Des fois, tu as des sensations, tu crois que tu joues, tu crois que tu peux jouer, tu joues. Et tu es dans une situation où tu te dis, je suis dans un bon mood, je viens de mettre une passe D, l'équipe de France Espoir c'est compliqué, j'ai peut-être pris l'ascendant sur Truffert, Loco est pas là, Bradley Loco est pas là, et peut-être tes joueurs. Oui, mais le joueur, je comprends ce que tu dis, mais le joueur il a toujours envie de jouer, blessé, pas blessé, de jouer. Mais après, tu as le rôle du coach. Tu sais qu'il y a une alerte, à un moment donné, je veux dire, c'est là où tu... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un gros problème avec la fédération. Ça, c'est un coach. Mais peut-être que c'est un coach. Il vient de prendre l'équipe de France Espoir. Il a un truc, il se dit, bon, le mec vient me voir et me dit, je veux jouer, je me pose pas de questions parce que sinon, je vais mettre qui et compagnie. Il est... Tu vois, je profite de ça. Et je pense que c'est ce problème-là et on est les premiers... Nous, quand on fait des émissions, à dire ça, et après, à notre petit niveau, quand on va faire un foot, on a une alerte, on se dit ah, je fous, et après, on va critiquer des... Non, moi, je critique pas, je fais juste un constat. Je dis simplement que ce sont des garçons qui coûtent des millions d'euros, quand même. Ah, ben, bien sûr, voilà. C'est la différence. Et je veux dire par là qu'on les soumet à des matchs que si on avait quand même un peu plus de communication et un peu plus de pouvoir, ce que je l'ai dit en début d'émission, hein, on avait un peu plus de pouvoir, Romain, et qu'on allait pouvoir contre la fédération en disant non, il est blessé. On fait le test, regardez le docteur, il a une liaison musculaire, il ne peut pas jouer. Et qu'on protège un peu ces garçons, parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 matchs qui nous manquent.
Et à ce poste-là, on est déficient, Romain. On joue avec Brassier. J'ai des sueurs, moi, quand je joue avec Brassier. Non, mais après, il faut dire les choses, quand même, non? Sensation. Par contre, Merlin, moi, je ne vais pas dire que je le savais depuis le début, mais quand tu démarres aussi fort, et en plus, il a fait une grosse prépa. Il s'est préparé vraiment. Moi, je sais que ces joueurs, ce qu'ils font, c'est grosse prépa avant la prépa, pour montrer à la prépa à l'entraîneur que c'est un monstre. Donc, il a été monstrueux à la prépa, il a été monstrueux les premiers matchs. Mais quand il se passe comme ça, mi-septembre, ça pète. Oui, tu pètes. C'est normal. C'est normal, tu pètes musculairement parce que tu as poussé ton corps pour montrer au coach. Moi, je suis indispensable maintenant à l'OM parce que tu m'as mis dans un poste que personne. On n'avait pas mis une bille sur Merlin. Quand tu vois ces 6 premiers mois qu'il fait. Encore moins. Je me dis, on a viré l'Audi, on a récupéré un aussi lent. Pas sur des pistons, tu dois courir à 2000 à l'heure sur les couloirs. Bon, je préfère couloir qu'au milieu de terrain quand même. Ah oui, non, il est mieux là. Et surtout, rentrer dans le cœur du jeu, il a la qualité de pied. Par contre, on voyait qu'il avait une vraie qualité de pied, même l'année dernière. Bon, on va finir avec la dernière question, parce qu'on a pas mal débordé. Rudy Lover qui dit une idée pour un latéral droit cet hiver. Peut-être le poste où on est déficient. Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'on joue avec un latéral droit? Ou en tout cas, un joueur qui est capable d'endosser les deux postes, un peu comme le fait Murillo, quoi, pour le coup. Moi, je sais pas, on a fait revenir Lirola. Pourquoi on ne le fait pas jouer? Moi, c'est la seule question que je peux poser demain. Si j'ai De Zerbi devant moi, M. De Zerbi, je lui poserai la question. C'est un spécialiste du poste. Donc il le connaît bien, il est italien. Il a joué le championnat italien. Moi, la rentrée qui fait Lirola, je suis désolé de le dire encore une fois, à Lyon, pour moi, elle vaut une chance derrière, une titularisation derrière. Mais ce n'est pas le cas. Et on met un poste, on met Murillo, qui n'est pas son poste, qui fait des bons matchs. Et encore une fois, je l'ai dit, contre Angers, tu mènes 1-0, on a le ballon, on est sous pression, Murillo qui n'est pas à son poste, ballon qui doit dégager devant et faire monter le bloc, il relance un ballon dans l'axe, coup franc, but. Moi je dis toujours, ça sera ma devise, je l'ai toujours dit, un joueur, quand il faut qu'il soit performant à son poste. Voilà. Murillo, c'est pas son poste, je suis désolé. Murillo, c'est un axial. C'est un ailier à la base. C'est un ailier qui a été reconverti milieu droit. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est déficient à ce poste-là, comme on est déficient avec Brassier. Brassier, c'est pas latéral gauche. Alors, il aura au pied levé, il aura un service. Mais moi, je tremble. Murillo, je tremble. Et pour toi, Bilal, du coup, il n'y a pas de latéral. C'est vrai que ça, c'est un débat qu'on a depuis le début. Si tu devais poser la question à De Zerbi, moi, je m'attendais vraiment, avec blessure de Merlin, je me dis, en fait, il va switcher. Il va inverser. Il va dire, tiens, Murillo, tu vas me jouer le rôle de Merlin, mais à droite. Mais en fait, il ne le fait pas pour la simple et bonne raison, parce que s'il devait le faire, il faut que notre ami Greenwood soit capable de venir faire ce que fait Luis Enrique. Sauf que Greenwood, il va courir ses 20-30 mètres, mais il ne va pas redescendre jusqu'au poteau de corner. Ce que fait Luis Enrique, parce que les gens ont du mal à voir le travail, à la perte de balle de Luis Enrique. Donc il s'est dit quoi? En fait, j'ai que Garcia. Garcia qui devait partir en Allemagne. C'est des aveux. Quand tu fais ça, on en revient à ce qu'on se disait sur les attentes de Zerbi, tout ça. On voit que là c'est pas justement cette solution-là. Moi, je pensais qu'on allait... J'étais comme toi, j'étais persuadé qu'on allait vraiment voir le truc inverse de l'autre côté. Parce que c'est très intelligent, ce système-là. Parce que l'adversaire, il ne peut pas le prendre à Merlin. Quand il rentre dans le cœur du jeu, il ne peut pas le prendre. Et comment il fait? C'est qui monte dessus? Le premier but de Brest, je le revois encore. Et dans le style, le mec d'Angers, il ne savait plus s'il devait prendre. C'était Lirola qui le jouait. S'il devait prendre Lirola ou s'il devait prendre Luis Enrique. Il s'est dit, il est entre deux. Et l'autre, il lui dit, fais comme ça. Il dit, mais lequel? J'en ai deux. Et en fait, ce système-là, je dis, il est vachement intéressant. Pourquoi il ne me remet pas alors Lirola? C'est ce que je me suis posé. Parce que moi, j'ai l'image de Lyon où je vois Garcia et Lirola. Moi, ça me plaît. C'est le rêve des supporters, ça. Latéral qui sont pour latéral gauche. Comme pour Morel, pour Fanny, une année, je me rappelle, contre. Il y a plus beau, il y a Klaus pour Tavares. Ah oui, avec. Je sais pas pourquoi. C'était avec Elibo. C'est ça. Mais contre Valenciennes, bien joué, Loïc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas ce poste-là. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, des joueurs qui sont capables de faire ça, et c'est dommage parce que ça, moi j'aime quand il est le couloir, ça centre, ça déborde, le mec il prend sa place, le truc, ça me plaît. C'est le football. Mais tu vois, Didier, tu as dit quelque chose à l'heure très important. Tu as dit il faut mettre les joueurs à leur poste. Complet. Alors là, avec De Zerbi, c'est vraiment pas du tout la philosophie du gars. C'est le système qui fait le joueur et pas le joueur qui fait le système pour lui. Mais et c'est encore une fois, et tu as raison, c'est en fonction des caractéristiques des joueurs qui tentent ou pas. Moi, je suis persuadé que si Bilal et Romain on se sont dit tiens, on pourrait faire le truc qui est à gauche,
on le fait à droite. Intellectuellement, si c'est arrivé à nos petits cerveaux, lui... c'est arrivé au cerveau de De Zerbi. Enfin, ça, je te le signe. Enfin, je veux dire, si d'où ça nous est venu là, il y a pensé un peu avant nous. S'il l'a pas fait, c'est bien parce qu'il a des raisons. Il s'est pas dit, je vais quand même pas faire ce que fait Bilal et Romain. À un moment donné. Pourquoi t'as pris la voix de Brassier quand le mec qui va jouer Cornelius, Brassier. Non, tu vois, il y a un moment donné où il s'est pas dit, bon, si les deux ozos ils y ont pensé, je vais pas le faire. Et il le fait pas parce que, encore une fois, il l'a dit. Moi, je fais un truc, c'est pour gagner un match. C'est pas juste pour avoir. Oui. Et le défenseur qu'on avait, Meïté, qu'est-ce qu'il a? Il était blessé au psoas, mais il a repris l'entraînement. Il a repris. Ça peut être Pour le coup, lui aussi a fait une grosse prépa de son côté cet été. Mais ils ont entendu qu'arrivait De Zerbi, ils ont dit on va travailler. On va montrer peut-être qu'on peut jouer. Parce qu'il savait très bien. C'est peut-être la plus grosse déception du début de saison pour moi, parce que les matchs, il a eu énormément de mal dans les matchs de préparation. Et De Zerbi, je pense qu'il... Tu parles de Meïté, là. Ouais, Meïté, ils lui ont posé beaucoup de questions. Pourquoi en conférence de presse, vous avez posé les questions. Et il n'ose pas dire, les gars, techniquement, c'est pire que Brassier. Il a deux doigts de dire, j'ai pire que Brassier. Et pour faire du Brassier, là, actuellement, il faut être quand même très, très... Pourtant, je me rappelle, Romain, nous, après le match contre Sunderland, c'était pas Sunderland, mais un match de prépa que tu avais été voir à la commanderie. On y croyait beaucoup, en tout cas, à ce poste-là. On y croyait beaucoup. Moi, j'y croyais beaucoup. Pas justement sur le côté foot, sur le côté compensation et sur le côté la gestion d'un 2 contre 1. Je me suis dit, c'est top de compter sur lui pour cet aspect-là défensif quand on sera en déséquilibre. C'est bien d'avoir, on aura moins de sueur avec un vrai défenseur qui en plus est véloce, tout ça. Et c'est vrai que... C'est une vraie bonne lecture du jeu en plus, Meïté. Le problème, c'est que le match suivant, Sunderland, où tu as la possession, où tu as un truc, et c'est là où tu as compris. Et je voulais dire un truc aussi. Bon, cette année, on a un gardien de but, non? Hein? Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. On a fait beaucoup de débats. Mais parce que jouer avec un gardien de but qui te ramène des points, c'est important aussi. Et qui a fait un gros match avec l'Argentine en plus. Encore, moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, Rulli, ça faisait un moment que je n'avais pas vu un gardien de but comme ça. Alors, des fois, il fait Et c'est vrai que ça fait taire les débats parce que quand tu avais des critiques sur Paul Lopez, tu avais à chaque fois le « Eh ouais, mais parce que vous étiez trop, vous êtes des amis de Mandanda, il vous donnez des infos, et nanani, et nanana. » Alors qu'on voit bien que c'est pas là de dire c'est bien Rulli. C'est le jour et la nuit. Est-ce que je peux mettre un bémol là-dessus? Moi, je me rappelle des 6 premiers mois de Paul Lopez. Et quand il remplace Mandanda, les 6 premiers mois, et il sortait des stats où il disait qu'il était dans le top 3 des gardiens les plus décisifs d'Europe à l'époque. En début, ce 6 premiers mois, c'était spécial parce qu'il jouait avec Sampaoli. Il avait 95% de jeu au pied. Donc, mais il était très bon dans ce style jeu au pied. Il était décisif. T'avais déjà, je trouve, ce côté où. Il y avait ce côté qui n'a pas de charisme. Il n'y a pas de charisme. C'est ça qui était Rulli, il en impose. Exactement. Tu vois, Mais même là, contre Angers, des ballons aériens où tu sais qu'il est capable. Sécurise. Je trouve qu'aujourd'hui, ils ont bien travaillé quand même le recrutement. Ils ont bien travaillé. Ils ont ciblé où c'était défaillant l'année dernière et je trouve qu'on n'en parle pas assez de Rulli. Moi, je suis serein quand il y a des ballons en l'air, quand il y a des 1 contre 1, il ne s'affole pas, il est serein. Puis il sécurise. Je trouve qu'il a pour une défense et pour une équipe, c'est important. Je crois que d'ailleurs c'est le joueur le mieux noté sur le Phocéen depuis le début de la saison. Faudrait vérifier ça. Par contre, c'est le cas. Le gardien soit le joueur le mieux noté. C'est pas forcément. Phocéen du mois de septembre. Phocéen du mois de septembre, c'était Rulli. C'est pour ça qu'on a le droit de dire pour le moment, tu dis inquiet, on a envie de voir, parce que si ton meilleur joueur c'est ton gardien. Bien sûr. Bon, en tout cas, on a bien débordé là, 19h18, mais c'était un plaisir en tout cas de vous écouter, en tout cas animé, c'était vraiment intéressant à suivre, Romain, Bilal et Didier. Merci à Loïc à la réalisation, merci à vous également dans le chat d'avoir participé, et puis on se retrouve jeudi pour une émission spéciale. On peut vendre la mèche, Romain, ou pas? On va faire un petit focus supporter, voilà. Petite émission spéciale supporter, donc rendez-vous jeudi, et puis sinon demain, l'OM au café avec Romain Herring. Passez une très belle soirée, ciao ciao.